Bonjour, Bonjour. qui es-tu et où sommes-nous? Alors, donc moi je suis David Roussier et j'ai le plaisir de diriger la distillerie Waregem où nous sommes maintenant. Voilà, une vieille distillerie familiale qui est implantée depuis le 1er juillet 1900 à Lannion, Qui est en Bretagne. qui est en Bretagne, voilà, pardon, dans les Côtes d'Armor. D'accord. Tu viens de me dire que c'est une distillerie qui a plus d'un siècle. Ouais. Est-ce que vous avez distillé du whisky dès cette époque-là? Non, alors avant, on a été créé pour faire des liqueurs. Notre premier produit s'appelle Elixir d'Armorique, c'est une liqueur de plantes et d'épices. Et puis, jusque dans les années 80, on était uniquement liquoriste. Et en fait, au début des années 80, la distillerie ne se portait pas très bien. Il a fallu trouver de nouvelles idées un petit peu pour relancer la machine. Donc, un des premiers produits qui a été ajouté à ce moment-là, c'est le chouchen. Et puis, bah, ça a permis, le chouchen a permis de relancer un peu la distillerie et de se lancer dans le whisky. En fait, le raisonnement derrière le whisky était assez simple, hein. En Bretagne, on n'a pas de vin, donc on ne peut pas distiller des eaux de vie de vin. C'est une terre brassicole. Il y a une tradition celte qui est quand même très forte et très ancrée. Donc, si les cousins irlandais, écossais font du whisky, ben, autant faire du whisky aussi en Bretagne, quoi. C'est un peu la boisson, c'est un peu l'alcool celte par excellence, on va dire. Et puis, pour la petite histoire aussi, en 82, il y avait la Garden Party à l'Elysée le 14 juillet. Et il y a un whisky breton qui a été servi, qui s'appelait le Bignou à l'époque. Alors, qui n'était pas entièrement breton, parce que c'était un assemblage, et puis on n'est pas, enfin, tout n'est pas très clair sur ce que c'était, mais du coup, ça a fait un peu le buzz auprès des journalistes. Et du coup, mon beau-père, voyant ça, s'est dit, bah, en fait, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et après, évidemment, bah, voilà, la machine s'est lancée, et nous voilà 30 ans plus tard. Est-ce que je dis une bêtise si la maison Waregem a été précurseur dans le whisky français? En fait, c'est vous les premiers à avoir produit de Alors, manière professionnelle du bah, whisky en France. je peux pas te le certifier à 100%, mais je pense que oui. Je pense que oui. Alors, les premiers en Bretagne, ça c'est une certitude. Maintenant, je crois qu'on était les premiers en France. Après, il y avait des maisons qui étaient plus actives dans le whisky depuis plus longtemps que nous, Couvreur. Voilà, et lui, il avait commencé il y a plus longtemps. Mais le premier à avoir distillé vraiment, c'est la distillerie Waregem. Ouais. Ouais, ouais. Tu dis que ton whisky s'appelle Armorique. C'est pourquoi ce choix de ce nom en fait? Ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Alors, armorique, ça vient de l'armorique, QUE, qui est en fait le nom, le massif armoricain, la péninsule armorique, le parc national d'Armorique, enfin, et La- tout ça, c'est l'ancien nom romain de la Bretagne qui s'appelait Armorica. D'accord. Voilà. Et en fait, euh, Armorique, ça situe bien le whisky là d'où il vient. Et c'est un nom qui est assez parlant, qui est, je sais pas, les gens, ça leur évoque quelque chose, c'est assez facile à prononcer. Donc c'est une bonne marque, ouais, ça marche assez bien. Alors là, du coup, on est dans la distillerie. Donc tout le whisky qui est fabriqué par Waregem sort d'ici. Donc là, en fait, nous, on réceptionne des gros sacs d'orge maltais principalement, qui sont vidés là. Après, avec l'élévateur blanc, là, ils montent tout en haut. En haut, vous avez la boîte rouge-orange, là, qui est le moulin. Du coup, donc pour concasser le grain. Une fois qu'il est concassé, il est stocké dans cette cuve là en forme de cône. Et après, on a la cuve de brassage. Donc la cuve de brassage, c'est une cuve avec un fond filtrant dans laquelle on met de l'eau chaude et pour aller récupérer tout le sucre des céréales. Ok, Voilà. donc tu commandes pas du brassin, tu crées ton brassin Ouais, ouais. toi-même ici. La seule chose que nous on fait pas à la distillerie, c'est enfin, faire pousser les céréales et les malter. Mais sinon après tout est fait ici. On commande vraiment du grain entier, concassé, et après on fait tout le process jusqu'à la mise en bouteille. D'accord, et justement, tant qu'on est dans le grain, est-ce que tu le commandes avec un certain niveau de tour, ou ça dépend, ou Alors jamais? nous on travaille complètement non tourbé. Ouais, Armorique c'est un whisky qui est pas tourbé, du coup on achète du malt non tourbé. Alors c'est de l'orge français qui est malté en Belgique, et puis après tout est travaillé ici. d'accord. Ok, donc là tu obtiens ton brassin. Donc là, cuve de brassage, donc on fait tomber nos céréales. Donc en général, on travaille avec des brassins d'une tonne 2, entre une tonne et une tonne 200.
On remplit la cuve d'eau à 65 degrés et on fait tomber les céréales dedans pour avoir un bon strike point, comme ils disent en Angleterre. C'est le moment où les enzymes du grain vont se dissoudre dans l'eau et commencer à transformer l'amidon en sucre. Voilà. Et au bout du coup de 1 heure et demie, on envoie le liquide dans les cuves de fermentation qui sont là-bas. Ouais, qui sont là. Voilà. Donc 3 cuves de fermentation. Comme tu peux voir, elles sont isolées. En fait, ça, c'est une amélioration qu'on a apportée il y a maintenant 3 ans. En fait, on s'est aperçu qu'on avait des fermentations qui redescendaient en température, alors que quand on les maintient toujours aux alentours de 30 degrés, on a un développement d'arômes, et en particulier d'arômes fruités, qui est plus intéressant. D'accord. Et il reste combien de temps dans ces cuves? Donc là, ça va rester 3-4 jours. 3-4 jours. Ouais. 3-4 jours, on ajoute les levures et ça va tranquillement nous faire une bière aux alentours de 8,50. Oui, donc c'est déjà bien élevé. Ouais, c'est déjà assez intense. Ouais. Et après, on sort de là, direction les alambics. Voilà, après, avec la toute petite pompe qui est là-bas, on va envoyer ça dans les alambics. Donc là, on a 2 alambics donc pour la double distillation. Comme tu peux le voir, c'est vraiment du style écossais, quoi. Quand une distillerie en Écosse, c'est le même style d'alambic qu'on va trouver. Donc on va charger le premier là-bas à 5500 litres. Et à l'intérieur, tu as un espèce de chauffage alimenté par de la vapeur. Ça va monter en température. Ça va passer dans la partie conique qu'on appelle le chapiteau. Et en fait, dans le chapiteau, il va y avoir une réaction entre les vapeurs d'alcool et le cuivre, qui vont permettre d'enlever certains composés soufrés. Une fois que ça c'est fait, ça monte, ça passe dans le col de cygne, et puis après tu as la colonne de condensation, là, la grosse colonne, qui est en fait pleine d'eau froide, qui va permettre de recondenser les vapeurs en alcool. D'accord, on peut s'approcher? Ouais, bien sûr. Donc pourquoi il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre? Tu peux nous dire, c'est quoi l'intérêt? En fait, c'est vraiment le principe de la double distillation à l'écossaise, on va dire. Tu as le premier qui est le wash still, dans lequel tu vas mettre toute ta fermentation et qui va faire un premier tri, on va dire, et une première purification. Au début, on le charge à 5500 litres. À la sortie, on n'a plus que 2500 litres. Mais par contre, là où on était à 8% d'alcool, maintenant, on est à peu près à 30%. Quoi. D'accord. Voilà, et du coup, les 2500 litres à la fin de la première distillation vont dans le petit alambic, là, le spirit still. Et on refait exactement la même chose. Là, c'est un peu plus large, comme là, tu as la boule, là, Ouais. une espèce de boule. Ouais, l'oignon, un espèce d'oignon. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça va permettre les vapeurs, c'est un peu comme le principe dans un verre de dégustation, c'est-à-dire que les vapeurs, elles vont commencer à monter, là, elles vont se dilater, et puis après, avec la forme conique, tu vas les forcer en fait à se recondenser quelque part, et du coup, elles vont réagir avec le cuivre et redescendre un peu dans le mélange. Voilà. Après, ça descend et dans la colonne de condensation. Ok. Je vois que ton col de cygne, il est en descente. Ça, Ouais. ça aussi, ça a son importance. Ouais. Tu peux nous en fait, dire plus? Alors, si le col de cygne il était vers le haut, par exemple, on continuerait, les vapeurs, elles continueraient, si tu veux, à devoir monter, et si elles se recondensent, du coup, elles redescendent. Donc, elles redescendent dans l'alambic. D'accord. Alors que là, en fait, on coupe cette possibilité avec l'alambic vers le bas, on coupe la possibilité pour elles de redescendre dans le mélange. Donc, en fait, toute l'histoire, c'est un équilibre entre la surface de cuivre et les vapeurs. C'est-à-dire, plus tu vas augmenter la surface de cuivre, donc monter le col de cygne vers le haut, plus tu vas avoir de réaction, donc plus tu vas purifier ton whisky. Moins tu vas le purifier, donc plus vite tu vas redescendre, plus tu vas emmener des aromatiques un peu plus lourds, un peu plus charpentés, quoi, comme whisky. Si tu prends un bon exemple, par exemple, c'est Glenmorangie en Écosse qui a des alambics très 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 hauts, donc ils favorisent une réaction très très longue, donc ils vont purifier énormément leur whisky. Et à l'inverse, des alambics comme Ardbeg qui sont quand même plus ramassés par rapport à la taille de l'alambic, qui favorisent du coup un distillat plus lourd.
Alors là, on arrive dans le chai. Voilà. Est-ce que je dis une bêtise si c'est le plus grand chai français à l'heure actuelle pour ce qui concerne le whisky? Bah, je serais bien embêté de te dire avec certitude, mais je crois que oui quand même. Je crois que oui, parce que effectivement là on a un peu plus de 5 ans de production, 5-6 ans de production, donc ça représente quand même un bon paquet de bouteilles. Ouais. Ouais, ouais. Donc là on est dans le chai, alors nous on l'appelle le chai numéro 2, c'est souvent celui qu'on voit en premier, mais c'est le chai numéro 2. Et c'est celui sur lequel on a tous les fûts qui sont stockés en fait sur des berceaux, donc tous les fûts bretons, les fûts de Xérès, les fûts de vin, etc. Après on a un autre chai qu'on verra peut-être tout à l'heure avec les fûts le Bourbon. De Bourbon. D'accord. Donc là il y a quelques fûts. Ouais. Et est-ce que c'est ici que tu as les fûts aussi 100% bretons? Ouais, alors ils sont un peu plus loin. Ouais. Mais on travaille depuis maintenant 15 ans avec le dernier tonnelier breton qui est du côté de Douarnenez et qui en fait sélectionne pour nous des chênes dans les forêts bretonnes et il fait des fûts pour nous sur mesure. Alors c'est des fûts qu'on utilise neufs, enfin, ils n'ont rien contenu avant. Et l'avantage c'est qu'en fait le chêne breton étant un grain très fin, ça va moins marquer le whisky. Donc on peut les utiliser tout neufs. Je vois aussi que c'est des 400 litres environ. Ouais. Donc ce choix de partir sur un gros fût, on va dire, par rapport à la moyenne, est-ce que c'est pour que justement le bois neuf, il n'apporte pas trop de goût Ouais, mais c'était l'idée justement parce que plus tu vas réduire la taille du fût, plus du coup il y a de surface d'échange entre le whisky et le bois, donc plus forcément le bois va avoir de l'impact. Là, comme on était parti sur des fûts neufs, qui n'ont rien contenu avant, il y a tous les tanins, il y a tous les goûts un peu les goûts de planche. Si tu prends un fût trop petit, on avait peur de se retrouver avec des trucs trop marqués. Donc on est parti sur 400 litres et ça donne d'assez bons résultats. Là, on a un certain nombre de tests qui sont en cours avec des degrés de chauffe un peu différents, des chauffes moyennes, faibles, fortes. Et ça fait déjà 15 ans qu'on bosse sur le sujet, mais là, du coup, on a décidé de continuer d'expérimenter pour trouver vraiment les fûts adaptés à notre whisky. Et donc sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur tes fûts? Il y a des anciens fûts de cognac, c'est ça, les fûts roux? Ouais, il y a quelques fûts roux de cognac, il y a quelques fûts de Sauternes, il y a quelques fûts de Porto, enfin il y a pas mal de petites choses comme ça qui traînent et on est toujours un peu à l'affût des opportunités pour trouver des fûts un peu différents parce que autant pour les whiskies qu'on vend en série un peu importante, on sait à peu près comment la recette elle est calée, mais pour faire des single casques ou juste des embouteillages, des affinages un peu particuliers, c'est toujours intéressant d'avoir des fûts avec des origines un peu différentes. Donc voilà, on essaie d'avoir un petit peu de tout aussi. Ça veut dire que Waregem produit aussi des whiskies, on va dire, plus limités, des single casques. Ouais. Et c'est quoi la fréquence? Ça dépend ou Alors, oui, ça dépend, très clairement, parce que pour nous, c'est assez nouveau. Pendant très très longtemps, nous, on était très associés à la grande distribution et les gens nous ont un peu catégorisés dans ce truc-là. Mais depuis maintenant 4-5 ans, on a développé des gammes plus haut de gamme, avec non-filtration à froid, pas de couleur, pas de caramel, à 46, etc. pour les marchés cavistes, les marchés export. Et puis du coup, de fil en aiguille, on se retrouve aussi avec des demandes de gens qui veulent faire des single casques. Alors cette année, la 2015, je crois que c'est un peu une année record, parce qu'on en a fait, on doit pas être loin d'une dizaine là déjà cette année. Alors soit pour des cavistes, soit pour, là on en a fait partir 2 en Allemagne. On en a un qui est en vente à la boutique, là, un affinage en fût de Porto qui est exclusivement à la boutique. Voilà, avec tous ces petits fûts un peu originaux qu'on n'a pas en grande quantité, justement on s'en sert pour faire des trucs un peu plus exclusifs, un peu plus rares. Donc pour tes fans, ils ont de quoi s'occuper avant d'avoir toute la collecte intégrale. T'as vu le nombre de fûts qu'il y a ici, t'imagines si je commence à les embouteiller un par un, il y a de quoi faire. Ouais. Donc là on arrive dans la deuxième partie de ton chai, qui me paraît encore plus volumineux, non ? Je me trompe. Ouais. En fait, la partie qu'on vient de voir juste avant, ça doit représenter
peut-être entre 20 et 30% du stock. Donc là, tu as Le reste. le reste, donc au moins 70%. Et là, tout est stocké, c'est le chai qui est pour le stockage de palettes, parce que c'est des fûts de chêne américains, des fûts ex-Bourbon pour la plupart. Alors, il y en a des plus ou moins récents. Là, par exemple, il y a même une colonne où c'est des fûts qui n'ont jamais vu du Bourbon. C'est des fûts qui auraient dû aller pour faire du Bourbon, mais donc des fûts neufs que nous, on a récupérés. Ça permet de faire des essais aussi, d'autres essais encore, pour voir un peu ce que ça donne. Mais sinon, c'est tous des fûts de Bourbon, là. Ah ouais. Ok, justement, par rapport à ces fûts neufs, quand ils transpirent comme ça, enfin, je ne sais pas s'il y a un terme exact pour ça, mais est-ce que c'est gênant ou est-ce qu'on le laisse faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous raconter? Alors, nous quand c'est comme ça, là, on le laisse faire. On le laisse faire parce qu'en fait, c'est juste que le fût, quand il est arrivé, il était peut-être un peu sec. Et si tu veux, les joints entre les douelles, on laissait passer un petit peu de liquide, mais comme tu peux le voir, c'est pas non plus énorme. Ouais. Après, s'il commence à y avoir une flaque, là par contre, ça veut dire que le fût il est percé. Là c'est juste le temps que le chêne se gonfle et redevienne complètement étanche, quoi. Donc là, il y a quelques gouttes, c'est anecdotique. Donc non, là-dessus on fait rien. On laisse faire. On laisse faire, ouais. D'accord. C'est un peu le principe du vieillissement d'ailleurs. On laisse faire. Bon, alors, là, c'est la chaîne d'embouteillage. Et donc là, tout de suite, comme tu vois, on est en train d'embouteiller le WB, qui est notre blend d'entrée de gamme. Et donc là, c'est une chaîne qui est assez importante, mais comme on fait aussi pas mal de choses, on a pas mal de formats de bouteilles, pas mal de types de bouchage différents. Du coup, on a des machines qui s'adaptent aussi, quoi. Bon, Ancien, je vais y arriver, donc ça sera coupé. Hein. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette pièce? C'est un alambic, mais il a une forme totalement différente aux deux autres qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une dimension, il faut bien le dire. Ah oui, qui n'a rien à voir. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les deux autres, c'est des alambics à repasse, donc double distillation. Là, c'est un alambic simple distillation, à colonne, continue. C'est-à-dire que en fait, il est alimenté en permanence, il peut tourner 24 heures sur 24. Et donc ça, c'est un alambic qui est intégralement en cuivre, qui a quasiment une centaine d'années, que nous, on a racheté d'occasion. Et il nous sert à distiller l'eau de vie de cidre. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on distille la fine Bretagne, qui est une AOC, qui est un petit peu le cousin breton du Calvados. C'est pareil, c'est des pommes qu'on fait fermenter, ça devient du cidre, et du coup, on le distille. D'accord. Voilà. Et donc, c'est effectivement, on pourrait essayer d'ailleurs aussi de faire du whisky dedans. Pour voir le goût qu'il a. Ce serait intéressant, ouais, pour voir la différence entre le whisky en repasse et le whisky à la colonne. Ouais. Ce serait intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir de très spécial en fait? Il y a un petit secret là, il y a un petit trésor, non? Ouais, c'est ça, il y a la collection, il y a tous les embouteillages que j'essaye de conserver pour qu'on puisse éventuellement les regoûter dans longtemps. Voilà, donc là, tu as tous les single casques Armoric qui ont été faits dans les dernières années. Tu as toute la série des millésimes, par exemple, on a gardé une bouteille à chaque fois. Donc avec les 3 derniers, là, il y en a un nouveau qui va arriver. Là, c'est des choses qu'on a embouteillées soit pour des cavistes, soit pour des clubs de whisky. Donc voilà, là tu as les différentes. Alors là, en dessous, c'est plus des différentes versions d'Armoric. Alors Armoric, il faut imaginer que voilà, avant c'était ça. Justement, j'allais te poser la question, quel a été le précurseur de tout ça, la première bouteille? Alors la première bouteille, c'est pas celle-là, je suis pas sûr d'en avoir. J'en ai peut-être en bas parce que j'ai une deuxième collection. D'accord, ok. Mais ça fait partie effectivement des premières bouteilles. Ouais. Ça, tu vois, ça date déjà, c'est 2008. Donc, bon, ça fait. Nous, on a le premier Armoric qui est sorti en 98. Mais le packaging a assez peu changé en fait. Les 10 premières années. Ouais. Et depuis, comme tu peux le voir, on s'amuse un peu plus avec le packaging. Ouais. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Un petit sirop de violette. Attention, parce que j'ai des trucs dangereux. Je sais pas, t'as pas du JB ou... Non, alors, je sais pas, vous voulez des blends, vous voulez en combien? 4, 5, 12, du single. 8. On veut bien ton single malt.
Déjà de base, celui... La série. La série, voilà, celui qu'on vend le plus, on va dire. Voilà. Donc c'est Armorique édition originale. Et voilà, on est en single malt et on fait 4 ans dans les fûts Bourbon. Voilà. Rien de... On va garder la bouteille. Regardez la bouteille. Juste pour avoir... Je vous mets un crachoir ou... Oh, moi non, parce que ça va. C'est pas esthétique, tu comprends. C'est vrai, c'est c'est notre, vrai, c'est pas c'est vrai, c'est pas très c'est joli. notre, On est notre d'accord. fardeau de... Non, je comprends, c'est pas facile. Donc toi, tu bois pas pendant le service du coup? Non, Ah, non. Jamais pendant le service. Jamais pendant le service. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-là qui est le whisky que tu vends le plus en single malt? Il est vieilli Alors, 3 ans? donc 4 4 ans. 4 ans, c'est quasiment que du fût de Bourbon. Il est fumé par contre, il est pas tourbé mais on sent la fumée. Ouais, un petit peu. En fait, là, tu as un peu de fût ex-Bourbon neuf aussi. Donc tu as ce côté, le côté très brûlé des fûts de Bourbon qui ressort un petit peu. Après, il est possible encore que dans celui-là, il y avait un tout petit peu de malt tourbé, puisqu'à une époque, on utilisait un petit peu de malt tourbé. Mais globalement, c'est un whisky en single malt qui est relativement facile d'accès, sur le côté très fruité. Et en bouche, ça évolue plus sur le côté céréal, mais toujours avec beaucoup de rondeur, quoi. Ouais. C'est rond, c'est facile. Il a une très belle odeur, très agréable. Alors après, j'en ai 3 autres. Oui. J'ai le même que celui-là, mais avec 6 mois d'affinage en fût de sherry. Et après, j'ai nos 2 versions. C'est le plus double. sur- C'est C'est le le sherry double finish. maturé. Ça, c'est le sherry finish. Ah ouais d'accord, D'accord. c'est passé. Et après, j'ai le classique et le double maturation, Ah ouais voilà, il est là. qui sont en fait ceux qu'on vend en caviste et à l'export. Donc, qui sont tous les deux à 46, non filtré à froid, couleur naturelle. Le classique étant un assemblage 60% Bourbon, 40% sherry. Avec double maturation, c'est globalement à peu près 3 ans en fût de chêne breton et 3 ans en fût de sherry. D'accord. C'est avec celui-là qu'on a eu le titre de meilleur whisky européen. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ok. Bah ouais, moi j'aimerais bien Allez. goûter celui-ci. Et ben allons-y. Et celui-là est bien représentatif en fait de ce qu'on cherche à faire avec Armorique. C'est très fruité, c'est un côté très charnu en bouche. C'est extrêmement rond, ça tapisse et c'est super soyeux. Et en même temps, bah voilà, on commence à avoir déjà une belle complexité. Il y a les notes un peu épicées, un peu boisées du fût breton qui reviennent. Il y a le sherry qui vient un peu marier tout ça. Alors là la fumée elle se fait plus discrète mais par contre on sent un peu plus le goût du bois moi je trouve. Sans forcément que ça fasse bourbon. Hein. Je parle pas du côté vanillé mais vraiment du bois. Non c'est sympa. Ouais, il est très bon. Moi j'aime T'as le côté bois ressort parce que du coup le premier passage en fût de chêne neuf de Bretagne et du coup ça donne un petit côté épicé aussi qui est bien sympathique. Là. Très agréable. Ouais. Dans le double maturation aujourd'hui c'est vraiment celui qui tire complètement la gamme. D'accord. Genre, à l'export souvent c'est celui qui décide les importateurs, c'est-à-dire que voilà ils goûtent le reste, ils voient arriver le double maturation et là ils disent oui bon d'accord c'est bon. D'accord. Et après on est capable de monter au-dessus. Ouais. Alors, j'en ai pas en dégustation, malheureusement. Mais avec le millésime, avec des single castes, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Il est là. Donc Voilà, ça, c'est un embouteillage qu'on a fait pour la boutique, que D'accord. vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'à la boutique. C'est d'ailleurs marqué dessus, c'est embouteillé pour la boutique été 2015. Ouais. En fût de Porto. Et du coup, bah, c'est vrai que les gens qui sont un peu à la recherche de produits un peu rares, un peu exclusifs, bah, voilà, ils vont là-dessus. Et c'est du 8 ans dans un fût de Porto, c'est ça? C'est ça 7. Ouais, 7. 7. Alors, c'est 7. Les fûts de Porto sont arrivés à la distillerie en 2010. Donc, en fait, ça a dû faire 2 ans en fût de chêne traditionnel, enfin Bourbon, quoi, ex-Bourbon. Et après, 5 ans de Porto premier remplissage, donc t'as vraiment le Porto, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est bon. Elle est
donc celle que tu as dans la voiture, c'est la même chose, Mais en plus. mais en plus fort. Mm. Et ça lui donne un... Coup de peps. Une petite peps en plus. En tout cas, tu obtiens du coup une très belle couleur et là, tu mets pas de colorant ni quoi que ce soit. Rien du tout. Il est très. C'est juste une filtration basique, histoire de quand même d'éviter qu'il y ait des mouches ou des bouts de bois. Mm. Mais sinon, il n'y a pas de filtration à froid, la couleur elle est telle qu'elle est dans le fût. Ça c'est top. Hein. Ouais, c'est bon. Et on retrouve, enfin après c'est normal, mais on retrouve toujours ce petit même goût qui doit être typique j'imagine, de votre brassin ou des alambics que vous utilisez, etc. Il y a toujours un fil conducteur cohérent. Et là, par-dessus, on vient rajouter cette finition qui est très belle, quoi, qui est très agréable. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, l'objectif, on travaille pour qu'Armoric soit un whisky qui soit assez facile à boire. Mm. C'est pas dans le sens, il faut pas qu'il y ait de la complexité, il faut que ça reste assez facile, il faut que ce soit que tout le monde puisse l'apprécier. C'est un whisky qui est très fruité, mais très fruité, genre des fruits bien charnus, quoi. Enfin, faut que ça tapisse bien la bouche, etc. Mm. Et ça, c'est quelque chose on retrouve bien tout au long de la gamme, avec après, en fonction de chaque fût, chaque finition, on arrive à des variations là-dessus, mais globalement, on a bien, effectivement, comme tu dis, le fil conducteur, quoi. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la gamme est pas mal, fonctionne bien. Ouais, je te présente Guillaume Ferroni, avec qui on a développé Roufrail l'année dernière, qui est le premier whisky de seigle français, le premier rye whisky français. Ouais. Et en fait, c'est une histoire, c'est bien, c'est un peu le hasard, mais il se trouve qu'il était là aujourd'hui. Et c'est l'occasion de pouvoir présenter ensemble le projet. Parce que c'est un projet en commun que vous allez avoir, c'est ça ? C'est un projet qu'on a monté en commun, qu'on a déjà monté en commun et qui va s'approfondir aussi en commun. Sur votre produit. Voilà. Donc en fait, avec Guillaume, on s'est rencontrés à Cognac en formation au centre des eaux de vie. Moi, je faisais une formation de découverte un petit peu des spiritueux et des vieillissements. Guillaume, déjà... J'en faisais... J'étais ma 2/3e. Voilà, c'est ça. Approfondissait sa connaissance. Et puis, voilà, on s'est bien entendu. Et un jour, en venant ici à la distillerie, on a fait le tour des chais. Et Guillaume s'est aperçu à un moment qu'on avait du whisky de seigle. Et comme le seigle, le rye whisky aujourd'hui est quand même assez à la mode avec le renouveau du bar, on s'est dit, après tout, pourquoi pas faire un truc. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. En fait, j'ai posé la question d'ailleurs, tu n'as pas du whisky de seigle? Il me dit, oui, j'en ai. Je prends. Je prends. Et alors, plus tard, David m'a envoyé un échantillon de ce qu'il y avait en fût. Et on n'avait pas le profil, on sentait le seigle, mais on n'avait pas le profil du rye whisky à l'américaine. C'est un produit américain normalement. Et c'est un produit qui est intégré dans certains cocktails classiques. Il n'avait pas ce goût américain, ce qui fait que dans les cocktails classiques, les cocktails n'auraient pas eu le goût qu'on attendait. Et du coup, je suggérais de m'en envoyer un fût pour essayer de le retravailler. Donc, dans ce qu'on a fait. Et donc j'ai fait faire un fût, on n'a fait qu'un fût pour démarrer. Et après, donc, une fois qu'il est arrivé à Marseille, j'ai fait un petit chai en tôle, c'est-à-dire que j'ai été inspiré par souvent les single casks de Bourbon ou de whisky américain. On prend souvent les fûts qui sont sous le toit, parce que c'est ceux qui sont le plus aromatisés du fait des impacts thermiques. Alors moi j'ai fait un petit chai où il n'y a qu'un toit finalement. Et d'où le nom du Roufrail, c'est le fût qui est sous le toit. Et en fait, ça a marché très bien. Et est-ce que tu nous invites à venir voir ton chai Bien sûr, je vous attends. Ok, on viendra alors. Once here hanging under a green tree, my pen was dry next to my coffee. The clock is running on the kitchen shelf. My girl is wearing out with myself. A spider wire leaks from the desert sun. The hot breeze is draining every choking lungs. In this dry land, Coast Guards don't have no mailbox. Not the kind of place people go for detox, but the day goes on. Ba-da-da-ba-ba-ba. But the day goes on.
with a pair of shoes. She's been building up the headline news, thinking about the dad outside the big red